Bonsoir à tous, bienvenue sur la plateforme Conversation, plateforme de partage de savoir autour des sujets qui forgent la société dans laquelle nous vivons. Je suis Michel Amboré. Donc, est-il possible de réussir en temps de crise? Notre environnement est-il une fatalité? Pouvons-nous entreprendre au milieu de nos difficultés? La conversation d'aujourd'hui aura lieu autour du thème « Oser vivre sur la corde raide ». Si vous ne l'avez pas compris, aujourd'hui, nous parlerons d'entrepreneuriat. Aidez-moi à accueillir avec un tambour de like et de partage notre invitée du jour, Madame Isel Akwe. Bonsoir. Bonsoir, comment ça va, évêque? Ça va très bien, merci. Et vous? Très bien, très contente, ravie, j'avais hâte d'être là. Encore une fois, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Nous considérons que c'est un privilège de vous avoir et nous avons hâte de partager avec vous sur le thème « Oser vivre sur la corde raide ». Donc, nous avons mis votre biographie sur nos différents réseaux et plusieurs personnes vous connaissent et vous suivent déjà. Mais pour tous ceux qui ne vous connaissent pas, j'aimerais que vous les éclairiez. Qui est Isel Akwe? Comment vous définissez-vous vous-même? Cette question, c'est une question qu'on pose très souvent et c'est une question qui est très inconfortable parce que je crois que c'est la quête de l'être humain tous les jours de se définir soi-même et de dire qui on est. Au niveau de mes activités, je suis une passionnée, une femme passionnée de mon Afrique, une femme africaine. Je suis analyste contrat et achat. Je suis également mentor en performance entrepreneuriale et je milite très fortement pour le leadership de la femme africaine. Au niveau de la définition de qui je suis et non pas de mes activités, je me définis par rapport à mes valeurs. Quand je parle de mes valeurs, je veux dire ce qui est extrêmement précieux pour moi. Je me définis donc avec l'authenticité. Je suis un être, une entité qui est en perpétuelle quête d'authenticité et en moi et chez les autres. Je parlerai d'authenticité, je parlerai de passion, je parlerai de recherche de croissance. Je suis constamment en quête de progression, non pas de croissance en termes de développement, mais en termes de progression et d'amélioration de la personne que je suis. Donc, c'est une question évolutive. D'accord, super. Très bonne réponse, complexe, complexe et très détaillée. Dans le cadre de la conversation de ce soir, nous voulons parler d'entrepreneuriat. Ce que je pense, c'est que tout le monde, dans une certaine mesure, doit entreprendre. Avoir une seule source de revenus, de mon point de vue, est très risqué. Mais avant toute chose, qu'est-ce qu'entreprendre selon vous? Alors, selon moi, entreprendre, il y a ce que dit le monde, mais selon moi, entreprendre, déjà, je vais prendre l'étymologie du mot en latin qui signifie prendre quelque chose par la main. Entreprendre, c'est prendre, saisir quelque chose par la main et le mener à bout. Donc, on ne peut pas parler d'entreprendre si on ne parle pas d'action. Pour moi, entreprendre, c'est se responsabiliser d'un projet en tirant un profit. S'il n'y a pas la notion de responsabilisation, on ne peut pas parler d'entrepreneuriat. Et s'il n'y a pas la notion de profit, on ne peut pas non plus parler d'entrepreneuriat. Quel que soit le profit, je ne parle pas forcément de profit financier. C'est s'approprier quelque chose, le prendre avec les mains, le saisir et se responsabiliser de la réalisation, la manifestation, la concrétisation de ce projet en générant un profit. Pour moi, entreprendre, c'est ça. D'accord, très bien. Donc, prendre quelque chose par la main. Prendre quelque chose par la main, responsabilisation, ce sont des mots-clés. Beaucoup de gens, bon, déjà de par ma fonction, je suis au contact d'énormément de personnes, mais de manière générale, beaucoup de gens hésitent à se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'ils pensent ne pas avoir ce qu'il faut. Donc, la question que j'aimerais vous poser, c'est de quoi avons-nous besoin pour nous lancer dans l'entrepreneuriat? Entrepreneur, on pourrait dire premièrement qu'on aurait besoin d'argent, parce que je sais c'est ce qu'on a souvent derrière la tête. On pouvait parler de plusieurs autres ressources. Après toute cette expérience difficile d'être une femme entrepreneur en Afrique, je dirais qu'il faut deux choses principalement. Il faut de l'éducation financière. Le terme en anglais, on parle d'alphabétisation financière. Il faut vraiment avoir une compréhension, une éducation financière. Et la deuxième chose, il faut la constance.
C'est une valeur qui est très, très rare. La constance, d'aller au bout de ce qu'on fait. Quand on parle de conviction, on parle de constance. Quand on parle d'entrepreneuriat, on parle de constance. On parle d'un projet dont on veut accoucher, il faut de la constance. Ce n'est pas une affaire d'émotion. Donc, éducation financière et constance de l'effort. Si vous avez ces deux clés, vous avez déjà l'une des formules du succès de l'entrepreneuriat. D'accord. Et donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est que pour se lancer dans l'entrepreneuriat, il ne faut pas d'abord de l'argent. L'argent, vous n'allez pas attendre d'avoir de l'argent pour vous éduquer financièrement. Vous et moi, nous connaissons plusieurs personnes, que vous leur donniez 10 millions, 100 000 francs ou 50 millions, dans une semaine, ils n'auront plus de ressources. Tout à fait. Donc, le problème n'est jamais tant l'argent, c'est la gestion qu'on en fait. Même une personne qui vous dit qu'elle a peu de ressources, vous prenez une femme ou un homme d'un âge moyen, de 30 ou de 40 ans, qui vous dit que cette personne a très peu de ressources. Si vous accumulez, vous faites une addition du peu de ressources que cette personne a eu en janvier, le peu qu'elle a eu en décembre, le peu qu'elle a eu en novembre, vous reculez sur toute l'année 2020, vous reculez depuis la dernière décennie, vous reculez jusqu'en 1990 par exemple, et vous accumulez ce peu de ressources financières que cette personne a eu, ça vous donne quand même un certain montant. Tout à fait. Donc, effectivement, l'aspect financier, il est important, mais c'est une ressource, ce n'est pas la clé dont on a besoin. C'est une des ressources qui sera mise à disposition. Ce dont on a besoin, c'est cette compréhension financière. De la même façon qu'il y a des personnes, quel que soit le montant que vous leur donnez, vont toujours se retrouver sur la brèche, il y en a d'autres qui arrivent à vous multiplier 5 000 francs ou à vous multiplier 1 million. Une compréhension de l'approche avec cette éducation financière. Et elle fait cruellement défaut en Afrique francophone parce que nous avons une approche assez complexée de tout ce qui touche à l'argent. Tout à fait. Beaucoup de tabous au sujet de la gestion financière. L'argent n'aime pas le bruit, etc., etc. Donc, vous avez écrit un livre, Condamné à réussir. C'est le titre du livre. D'ailleurs, j'encourage ceux qui nous suivent à se le procurer. Mais vous avez certainement dû faire des recherches approfondies sur l'histoire de l'Afrique ou de l'entrepreneuriat, en tout cas au niveau de l'entrepreneuriat et du commerce, pour adapter vos conseils à notre population. La question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce qu'il y a un modèle d'entrepreneuriat typiquement africain qui ne serait pas le même que l'entrepreneuriat ou le modèle d'entrepreneuriat aux États-Unis, en Occident, etc. Absolument. J'aime beaucoup cette question parce qu'elle est difficile et on ne la pose jamais. Entreprendre, il y a un modèle d'entrepreneuriat à l'africaine. Et il y a même un modèle d'entrepreneuriat que l'Afrique demande et exige. Quand vous regardez les autres continents, l'histoire de l'entrepreneuriat est souvent une histoire d'opportunités d'investissement. Ce modèle dont l'Afrique a besoin, c'est beaucoup plus un modèle non pas d'opportunité, c'est un modèle de développement. C'est un entrepreneuriat qui développe son environnement. Ça, c'est notre modèle à nous. Je donnais un exemple lors d'un live il y a 2-3 jours. Je parlais d'une entrepreneur que j'ai rencontrée, donc qui vient d'une région du Sahel sujette à une sécheresse extrême. Et son modèle, c'est de la tomate en poudre. Pas de la tomate concentrée, parce qu'il faut une certaine teneur en eau. Pas de la tomate pelée en pas des tomates séchées. Elle a mis en place de la tomate en poudre parce qu'il n'y a pas d'eau dans sa région. Et le fait de pouvoir trouver cette formule a permis à améliorer l'environnement dans lequel elle est. Donc, le modèle d'entrepreneuriat qui a vraiment de l'avenir en Afrique, c'est un modèle qui développe notre environnement. Pas forcément un modèle appliqué, par exemple, par les investisseurs étrangers où il y a juste une opportunité d'investissement. D'accord. Donc, je vais être sûr de comprendre. Dans le contexte de ce que nous devons mettre en place en Afrique pour les entrepreneurs, c'est par ce qu'on fait, par ce qu'on prend par la main. Pour revenir sur la définition que vous avez donnée, il faut qu'on développe notre environnement. Donc notre entrepreneuriat, le modèle de notre entrepreneuriat ne viendra pas de l'extérieur. Ça veut dire que beaucoup de gens se disent il faut que l'opportunité vienne d'ailleurs, qu'on les embauche, qu'on leur offre l'opportunité de faire. Mais en réalité, ce que vous dites, si je comprends bien, c'est qu'il faut que l'entrepreneur africain considère que ce qu'il fait doit développer son environnement. C'est exact ? Bien sûr. L'opportunité ne peut jamais venir d'ailleurs. La transformation ne vient jamais de l'extérieur. Parce que la transformation signifie un changement d'état.
On D'accord. passe d'un état à un autre état. Même en physique, quand vous parlez de condensation, de liquéfaction, on passe d'un état à un autre état. Ce n'est pas quelque chose qui peut venir de l'extérieur. L'apport contributif peut venir de l'extérieur. Mais le développement de l'entrepreneuriat dont on a besoin vient d'ici. Je vais dire en des termes simples, il n'y a que celui qui vit dans le MAPAN qui sait de quoi le MAPAN a besoin. D'accord. Il le sait parce qu'il le vit dans sa Très chair bien. chaque jour et il pourra mieux vous expliquer la solution. D'accord. Quelqu'un d'autre pourra apporter un apport contributif en termes d'information, de connaissances, de ressources financières, mais ce n'est pas ça seulement entreprendre. Et c'est pour ça, entre autres, que je suis mentor du programme de la Fondation Eloumé, parce que c'est un programme qui justement veut renforcer cette compétence chez les jeunes Africains pour qu'ils puissent chacun dans leur environnement apporter une solution en en tirant un profit. Et je ne suis pas seulement convaincue, c'est démontré. C'est comme ça qu'on va développer nos pays, c'est comme ça qu'on va développer ce continent, c'est comme ça que l'Afrique réellement ne va plus seulement être un grenier du monde où l'on vient se servir, mais un grenier qui nourrit le monde et qui s'enrichit. Tout à fait. D'accord. Bon, vous parlez on parle de l'entrepreneuriat en Afrique. Nous, on est au Gabon plus particulièrement. La question que j'aimerais vous poser et qui m'a été posée, c'est pourquoi, d'abord, premièrement, les gens se demandent est-ce que c'est difficile d'entreprendre? D'autres disent c'est difficile d'entreprendre. Et la question que j'aimerais poser, c'est est-ce que difficile équivaut à impossibilité? Si c'est difficile, pourquoi? Et qu'est-ce que vous direz à des personnes qui disent c'est pas possible d'entreprendre en Afrique vu nos réalités? C'est extrêmement difficile et encore plus en Afrique centrale. C'est extrêmement difficile d'entreprendre. Maintenant, là, on va parler de l'entrepreneuriat formel et informel. On a OK? l'entrepreneuriat formel et puis on a les activités génératrices de revenus qui sont dans le secteur informel. Déjà, c'est aussi une particularité africaine, c'est que notre entrepreneuriat n'est pas automatiquement formel. Ce n'est pas impossible. Même si ça devient impossible, c'est une bonne chose parce que le domaine de l'impossibilité ouvre notre perception à des solutions qui n'ont pas encore été imaginées. Mais c'est extrêmement difficile pour plusieurs raisons. Il y a des raisons internes. C'est difficile d'entreprendre parce que nous avons tendance à attendre que l'information vienne vers nous, à attendre que les ressources viennent vers nous. Nous ne sommes pas assez agressifs. Et j'ai bien dit au départ qu'il s'agit de prendre quelque chose par la main. Donc, les raisons internes et même notre définition de la réussite et du succès nous empêchent d'ouvrir notre perception de ce qui est possible par l'entrepreneuriat. Ensuite, il y a les raisons externes. L'environnement des affaires, chez nous, n'accompagne pas l'entrepreneur. C'est un environnement qui, au mieux, met en place des mécanismes ponctuels, mais qui ne s'inscrivent pas encore dans la pérennité pour pouvoir permettre Tout à trois fait. choses. Permettre la pérennité du business. Quand on parle de pérennité du business, c'est par exemple des lois qui sont appliquées. D'accord? Je vous donnerai des exemples, par exemple, pour la Covid-19, à partir du moment où on a une crise comme la Covid-19, il faudrait imposer à plusieurs grandes sociétés du Gabon de quand même préserver une flexibilité pour que les petites entreprises puissent avoir des marchés. Donc, premièrement, la pérennité, elle est compliquée parce que les lois ne sont pas toujours connues ou mises en pratique ou assez détaillées. Vous aurez quelques pages de loi, mais pas applicables. Deuxièmement, l'expansion n'est pas toujours possible. L'expansion n'est pas toujours possible parce que chez nous, nous voyons encore la concurrence comme étant un ennemi. Donc, Tout à si fait. vous avez une idée de business et j'en ai une, on va pas s'allier, vous et moi. Vous êtes mon ennemi. Tout Alors à qu'en fait. fait, la concurrence, bien souvent, n'est pas un ennemi. Même si elle s'inspire de vous, la vision n'est pas la même. Donc, l'expansion est très difficile parce que on ne lit pas nos capacités de production pour pouvoir s'élargir. Et le troisième point, c'est que la souveraineté de l'entrepreneuriat n'est pas possible. Quand je parle de souveraineté de l'entrepreneuriat, je parle d'un environnement des affaires qui nous permet de nous éclore. Là, on est en crise et vous voyez qu'au contraire, on se dit, ce n'est pas le moment. D'accord. Vous avez parlé de la crise sanitaire du Covid. Euh, comment, euh, quelle devrait être l'attitude selon vous de l'entrepreneur en pleine crise sanitaire, sachant que beaucoup de gens se disent que parce qu'il y a crise, ce n'est pas le moment d'entreprendre, c'est le moment de thésauriser, de garder par devers soi ce qu'on a, parce qu'on ne sait pas combien de temps va durer la crise. Selon la Banque mondiale, j'y arrive, 80% des entreprises meurent au cours de leur première année et au bout de 5 ans, 1% reste sur pied. Donc non seulement il y a la crise sanitaire, mais en plus avec les statistiques qui ont déjà été données, beaucoup de gens se demandent comment entreprendre en pleine crise. Comment entreprendre en pleine crise? Déjà, c'est justement pendant la crise qu'il faut entreprendre. Ok, Parce que il y a différents types de crises.
On a tendance à penser, évêque, que la crise est tout simplement une rupture de ressources. Par exemple, quand il y a eu la crise pétrolière, on a pensé que c'est parce qu'il n'y avait plus de pétrole. Et donc, on va aller se former. Qu'est-ce qu'on fait? Et ce n'était pas qu'il y avait plus de pétrole, c'est qu'il y avait surproduction. Donc, la crise n'est pas forcément une rupture de ressources. Parfois, c'est un trop-plein de ressources. Là, on se trouve plutôt dans une situation qui a exacerbé l'instabilité. Qu'est-ce qu'il faut faire si vous êtes déjà entrepreneur? Parce qu'il y a deux pans à votre question. Si on n'est pas encore entrepreneur et si on se lance, et si on l'est. Ceux qui sont déjà entrepreneurs doivent oser aller au-delà de la zone de confort. C'est-à-dire, il faut rassurer les clients. Il faut qu'il y ait vraiment un contact rapproché que nous ne faisons pas toujours. Il faut resserrer les liens de la communication avec le client existant ou potentiel. Il faut se former bien plus qu'avant. Vous avez une brochette de personnes comme moi qui sont des experts en la matière et on pense toujours que c'est très cher de sécuriser les conseils d'un expert et ce n'est pas le cas. Donc il faut se former, il faut s'informer et surtout, il ne faut pas seulement identifier l'entrepreneuriat en temps de crise comme ce que je veux faire, plutôt être à l'écoute active de ce dont le marché a toujours besoin. Dans la rue où vous vivez, il y a des boutiquiers, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Vous avez vu des boutiquiers fermés depuis que cette crise a commencé? Non, non. Les boutiquiers ne ferment pas encore, donc les gens consomment encore. Il faut adapter son marché par rapport à la crise. Et pour ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et qui voient qu'il y a une crise, je ne dirais pas qu'il ne faut pas se lancer, mais qu'il faut minimiser par contre l'exposition. Il faut prendre le risque d'y aller, mais il ne faut pas exposer toutes ses ressources parce que le soutien sera rare. Donc il faut commencer de là où on est, avec ce que l'on a et commencer avec une scalabilité à développer son projet d'entrepreneuriat. D'accord. Ok, très bien. Et je vais revenir dessus parce que l'une des choses dont vous parlez, qui de mon point de vue est majeure, c'est la mentalité, ou c'est la perception qu'on a sur la situation. Vous avez parlé du fait de se faire former. Beaucoup de gens, malheureusement, pensent que ce n'est pas possible de se faire former en temps de crise à cause des différentes ressources ou, comme vous l'avez dit, parce qu'ils considèrent que ça va coûter trop cher d'avoir les conseils d'un expert. Comment régler ce problème de perception pour les personnes qui veulent entreprendre? Comment aider quelqu'un qui a un problème de perception, mais qui a le désir d'entreprendre? Le désir de la personne ne va pas suffire, vous ne pouvez pas le bousculer. Je suis allée il y a quelques années à une conférence et quelqu'un m'a posé la question en me disant « Je voudrais bien entreprendre, je ne sais pas comment commencer ». Quand vous voulez être entrepreneur, vous ne connaissez pas le conditionnel. Ce temps n'existe pas pour nous. Il n'y a que le présent, même ce qui est dans le futur, je le dis en termes de présent. Donc, ne dites pas « je voudrais bien ». Tu ne voudrais bien rien du tout. Tu vas faire. Et de quelle façon est-ce que tu vas le faire? Se former, nous sommes en 2021. Il n'y a pas que des formations sur la longue durée qui coûtent des millions qui peuvent vous former. Nous sommes dans un monde interconnecté. Vous avez sur Internet, vous avez des formations en ligne, vous avez ne serait-ce que la lecture, parce que la compétence est constituée quand même de plusieurs pans. La connaissance est une forme de compétence. Les qualifications sont une forme de compétence. L'information est une forme de compétence. Vos clients sont une forme de compétence. Votre concurrence est une forme de compétence. Sur le marché, même l'administration est une forme de compétence. Quand j'ai lancé mon business, j'ai eu énormément de contacts avec la direction des impôts. C'est peut-être étrange, mais je suis allée, j'ai fait le sit-in le temps qu'il faut et j'ai eu beaucoup de conseils de la personne qui était à l'époque responsable du centre des impôts qui ne me connaissait pas. Je voulais une information et je voulais l'avoir. J'ai fait la même chose avec plusieurs administrations, avec toute la chaîne en fait, avec le tribunal, le greffe du commerce, le centre de développement des entreprises et bien entendu ceux qui étaient déjà dans l'arène avant moi. Ceux que j'avais identifiés comme étant mes concurrents, plutôt que de les projeter dans cette mentalité de l'ennemi, je m'en suis fait des alliés. Je me suis rapprochée des consultants et des consultantes qui faisaient ce que je voulais faire pour comprendre comment ils travaillaient. Parfois, on vous laissera de côté, mais la plupart du temps, quand quelqu'un a soif de connaissances, l'univers s'arrange et la création s'arrange pour que quelqu'un puisse étancher cette soif. Donc, la mentalité pour la changer, ça, c'est un effort personnel. Il faut un effort. Encore une fois, on parle d'oser. Et oser, bien souvent, eh bien, c'est aller au-delà de soi-même. Si vous voulez vous lancer dans un domaine d'entrepreneuriat que vous ne maîtrisez pas, il va falloir
mettre de votre côté toutes les chances pour vous outiller le plus possible et commencer avec le support, les piliers, les fondations qui vont permettre à votre business de graduellement se développer. Même si vous vous lancez dans un domaine que vous connaissez, vous aurez toujours besoin de sécuriser cette connaissance parce que c'est déjà un grand risque d'être entrepreneur. On ne peut pas jouer la carte de déléguer, par exemple, à Dieu ou de déléguer à la banque ou de déléguer à un partenaire d'affaires. Ce qui me revient à moi. Et ce qui me revient, c'est la responsabilisation de cette entreprise qui découle d'une vision dont moi je suis porteur. C'est moi qui ai une photographie extrêmement claire de ce que je veux réaliser. D'accord. Vous avez soulevé plusieurs points et plusieurs questions de mon point de vue. L'une des choses dont vous avez parlé, et on le retrouve dans le thème qu'on a donné, oser, c'est l'audace. Est-il possible je vais poser la question même si dans mon esprit j'ai la réponse, mais je vous pose la question pour beaucoup plus que nous. Est-il possible d'être un entrepreneur sans audace? Est-ce que c'est possible véritablement comme vous l'avez dit, de sortir de sa zone de confort si on n'ose pas, si on ne fait pas preuve d'audace, particulièrement dans ces temps de crise, parce que beaucoup de gens sont dans la position de « j'attends que la crise passe ». Je le dis régulièrement aux gens qui m'entourent, moi je crois qu'en réalité, on ne doit pas attendre que la crise passe pour repartir à du moins à l'avant-crise, parce que ça ne sera plus jamais la même chose, mais qu'on doit effectivement faire preuve d'ingéniosité. Donc la question que je vous pose, selon l'expérience que vous avez, l'expertise qui est la vôtre, c'est est-ce que c'est possible véritablement d'être un entrepreneur sans audace? La réponse, vous savez, homme de Dieu, aujourd'hui j'ai 42 ans et je n'ai vécu que dans des étapes de crise. Je ne me souviens pas avoir vécu une période où l'on disait que mon environnement était prospère et propice à l'entrepreneuriat. La première fois que j'ai entendu parler de crise, c'était en 85-86. Mes parents étaient en train de dire qu'il y avait la crise pétrolière au Gabon et que cette conjoncture allait durer quelques années. Nous passons d'une crise à une autre, c'est un état de fait. Donc, si nous attendons, il n'y aura pas de possibilité. Parce que c'est justement dans la tourmente qu'il faut se lancer. Un entrepreneur qui n'a pas d'audace peut parfaitement se lancer, mais il n'aura pas de croissance. Il aura une performance linéaire. Et vous en avez qui commencent un business dans une pièce de 3 mètres carrés et au bout de 10 à 15 ans, la pièce de 3 mètres carrés est toujours là, le business ne grandit pas, on ne rajoute pas de briques, on ne diversifie pas, on ne se spécialise pas. Ça sera une performance très linéaire, ce qui est possible. D'accord. Mais vu que l'univers a plutôt tendance à s'étendre, les étoiles s'étendent, l'être humain grandit. Les business aussi sont appelés à s'étendre. Sans audace, si l'on ne va pas au-delà de soi-même, il n'est pas possible d'être entrepreneur. Et comme je vous l'ai dit, je n'ai jamais connu une période où l'on m'a dit là, c'est le moment de se lancer parce que tout va bien. Ça dure en général quelques semaines et on passe d'une crise à une autre. Donc, je préfère identifier le pan de la crise que je peux exploiter pour mon business. Ça aussi, c'est une question de mentalité. D'accord. Bon, je veux poser une question pour les jeunes entrepreneurs, pour les jeunes qui veulent entreprendre. Selon vous, y a-t-il des domaines de prédilection dans lesquels les jeunes devraient investir cette année ou les prochaines années? Cette année et les prochaines années, oui. Tout ce qui va nous développer, tout ce qui va nous connecter. On a tendance à beaucoup visualiser l'entrepreneuriat, surtout en ce moment, par rapport à ce qui peut nous donner une notoriété ou par rapport à des secteurs de services. Mais par exemple, l'agriculture, on en a besoin. Moi, je vis sur Port-Gentil et on passe encore en 2021 certaines périodes où on a des ruptures de stock, on a des ruptures d'œufs, on a des ruptures de sucre. Nous vivons à 85% d'exportation. Donc, si vous fermez les frontières parce qu'il y a une crise sanitaire, on va se retrouver dans une situation compliquée. Donc, tout ce qui est élevage et agriculture, c'est important. Tout ce qui est économie numérique, tout le secteur du digital. Et il y a une expression qu'on utilise en ce moment, qui est en fait que l'Afrique est appelée à faire un saut de crapaud. C'est-à-dire, vous voyez que les autres pays en développement ont pris 10, 15, 20 ans pour se former dans tout ce qui est la digitalisation de leurs économies. Et nous sommes en train d'accomplir ça en moins de 10 ans, en moins de 5 ans. On fait un saut d'une étape à une autre. C'est difficile parce que nous n'avons pas toujours les infrastructures qui nous accompagnent. Mais c'est très certainement là qu'il faut s'investir. Vous avez, pour exemple, d'ailleurs, des écoles numériques, des écoles en ligne qui ont assuré la relève pendant ces derniers mois où les enfants ne pouvaient pas aller en cours.
Ces jeunes qui avaient déjà identifié la possibilité et les opportunités d'assurer des cours en ligne tout à fait. ont voilà, ils ont comblé le fossé. Donc ça, c'est aussi un autre secteur. Et puis, bien entendu, l'entrepreneuriat ne signifie pas que vous ne pouvez pas vous lancer dans le secteur de la santé ou le secteur de l'éducation. Toute application qui va permettre de faciliter le travail de santé, le travail médical auprès de la population en Afrique centrale, il faut s'investir dessus. Et il faut vraiment que dans les orientations que l'on donne aux jeunes aujourd'hui, on leur parle de ce dont l'Afrique va avoir besoin, effectivement, demain, après-demain et dans les 5 à 10 prochaines années. Parce que ça va aller très, très vite. Yeah. Je profite pour ouvrir une parenthèse à tous ceux qui sont connectés. Dans quelques minutes, nous vous donnerons la possibilité de poser des questions. Donc, si vous avez des questions, notez-les et envoyez-les sous peu. On va les noter, mon équipe et moi, en tout cas mon équipe va les noter et je reviendrai dessus pour pouvoir vous permettre aussi de participer à la conversation. La question que je voudrais vous poser maintenant par rapport est liée à ceux qui ont déjà un travail, mais qui désirent entreprendre, mais qui ont le sentiment de ne pas avoir assez de temps pour investir. Ils ont un travail qui leur prend déjà énormément de temps, mais ils ont le désir d'entreprendre. Quels sont les conseils que vous leur donnerez? Ah, le temps, cette ressource. Moi-même, je le vis tous les jours parce que avec la crise, c'est une grande expérience d'humilité aussi. Et avec la crise, j'ai dû apprendre à gérer le temps de façon différente. J'ai deux vies, on va dire oui, j'ai deux vies. J'ai la vie que je mène en tant que mentor, en tant que consultante avec différents clients, et puis j'ai la vie en temps de crise où j'essaie de me mettre à l'abri de la tempête en étant à plein temps chez certains clients. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire l'effort de non pas maîtriser le temps parce qu'il ne nous appartient pas, mais de le gérer. Sur Port-Gentil, beaucoup de personnes que je connais qui sont salariées ont lancé une activité génératrice de revenus pendant la crise. C'est cette activité génératrice de revenus qui a permis à beaucoup de personnes d'ailleurs de pouvoir nourrir leur famille quand elles étaient en congé technique. Ce sont des personnes qui sont dans tous les secteurs, l'agriculture, l'événementiel, qui ont donné des cours particuliers, vraiment qui se sont lancées. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand je n'ai pas le temps, il y a 24 heures dans une journée, il faut savoir que le temps n'est qu'une référence artificielle que l'homme a créée pour pouvoir trouver un moyen de référence. Donc, nous allons dire une semaine n'a que 7 jours avec 24 heures, une heure, il y a 60 minutes, 60 secondes. Si vous voyez le temps de cette façon, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser ni l'exploiter à votre avantage. Il faut le moduler. Vous savez à quelle heure de la journée, par exemple, vous êtes plus performant. Vous savez, vous connaissez les activités qui vous prennent le plus de temps. Bien souvent, vous devrez mettre de côté, voire éradiquer entièrement certaines activités qui sont trop coûteuses en termes de temps. Ça peut être aussi des fréquentations et des relations. C'est vraiment une notion de sacrifice de tout ce qui ne vous édifie pas en tant qu'être humain qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, pour laisser la place à ce temps et pour pouvoir l'utiliser, que ce soit pour étudier, que ce soit pour faire l'étude du marché, que ce soit pour vous former, que ce soit pour aller sur ce pan de l'entrepreneuriat. Ce qui n'est pas possible, c'est de passer 3 heures par jour sur Internet, 2 heures sur les réseaux sociaux, travailler. Pendant que vous êtes au travail, vous êtes en même temps en train de discuter avec un ami, avec une communauté, de vous occuper des choses de l'église ou de la mosquée. Ce méli-mélo d'activités fait que les 24 heures passent très vite. Donc, il ne suffit pas de faire ça. Il faut trier dans les activités. Il faut sacrifier ce qui ne nous édifie pas. Il faut trier aussi dans les relations qui ne nous édifient pas. Là, je parle de professionnellement, bien entendu. Et puis, il faut, bien entendu, quand on parle de gestion du temps, il faut l'organiser, ce temps. Il faut être ponctuel. C'est un mot qu'on ne connaît pas, la ponctualité. C'est un mot difficile. Je pense que c'est un mot difficile, particulièrement dans notre milieu, du moins le milieu, dans l'environnement dans lequel on évolue. Beaucoup de gens sont en retard, et quand ils sont en retard, ils y sont à l'heure. Donc, je suis d'accord avec vous. En tout cas, personnellement, je pense que l'une des choses qui facilite le fait de bien utiliser son temps, c'est justement de définir quelles sont les choses, les objectifs qu'on veut atteindre et de ne pas se laisser distraire par les choses qui, au final, ne font pas partie de nos objectifs. Une des choses qui, de mon point de vue, est récurrente, ou du moins à laquelle peu de gens se préparent lorsqu'ils commencent, c'est l'échec. Oui. Parce que les gens se disent qu'ayant un projet, ils vont réussir, c'est pas possible qu'ils échouent. Maintenant, après, chacun a sa définition de l'échec. Mais pour vous, que signifie l'échec de façon générale et particulièrement dans l'entrepreneuriat? Un état temporaire.
L'échec, c'est un état temporaire. Tout à l'heure, vous avez parlé d'une statistique. Vous disiez que c'est très difficile d'entreprendre en ce moment en Afrique parce qu'on se rend compte qu'au bout de 5 ans, Yeah, 1% seulement des entreprises sont encore là. yeah, D'accord. Moi, quand j'entends cette statistique, quelqu'un qui a une mentalité d'échec ou qui a peur de l'échec va se dire, je suis dans le 99% qui peut échouer. Quand vous avez cité ce 1%, je me suis vue dans ce 1%. Je ne suis pas une statistique, je suis une mécanique. C'est-à-dire, je suis la science. La mécanique, c'est la science de la dynamique du mouvement et des d'accord. forces. L'échec est un état temporaire que l'on va traverser. Il y a des dizaines de soirs par mois, ou en tout cas par année, où j'ai l'impression d'être en sentiment d'échec. Pourquoi? Parce que je n'ai pas atteint un objectif. Souvent, c'est ça aussi l'échec, c'est ne pas avoir atteint un objectif que l'on s'était fixé, surtout quand on veut se comparer aux autres et pas seulement aux objectifs que l'on avait. Donc, à partir du moment où je n'ai pas atteint cet objectif, je me sens en situation d'échec. Ce que je fais très rapidement, je baisse les bras. Et je vis très souvent l'échec. Il est d'autant plus difficile quand vous savez que vous êtes légitime à la réussite. Yeah, Parce que parfois, nous sommes légitimes. Parfois, quand je réponds à un marché, je sais que je suis la meilleure personne pour ce marché. Il y a quelques années, un programme pour former des femmes porteuses de projets à l'entrepreneuriat. J'ai vu le cahier de charge, je savais que c'était pour moi. Vous savez, quand on était à l'école, il y avait des devoirs que vous faisiez en sortant de la salle. Vous saviez que vous aviez cartonné. Vous saviez qu'il y avait une super note qui arrivait, un 17 sur 20 minimum yeah. qui arrivait. Ça peut nous arriver quand on est entrepreneur et ensuite le résultat est autre. On n'est même pas présélectionné pour quelque raison que ce soit. Je ne vais pas accuser quelqu'un. Je vais m'approprier cet échec et je vais essayer de le comprendre et de le déconstruire. Donc, l'échec est un état passager qui signifie que l'on n'a pas accompli un objectif que l'on s'était fixé. Passager. Vous pouvez baisser les bras ce soir, mais quand vous vous réveillez demain matin, vous n'avez pas le choix. Vous êtes condamné à revoir cet échec, à disséquer les raisons de l'échec, quand bien même elles ne dépendent pas de vous, et à Yeah. utiliser une autre façon, un autre mécanisme. J'ai parlé de dynamique, une autre dynamique de mouvement et de force pour surmonter cet échec. Donc, c'est pas que l'échec n'existe pas, il existe, mais il est passager. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est s'enliser dedans pour après tomber dans le syndrome de l'imposteur. Condamné à réussir est partie d'une expérience d'échec. Ok. Je me suis battue pour sortir du secteur pétrolier parce que j'étais employée et je voulais absolument, j'avais identifié une opportunité qui était que beaucoup d'entreprises n'avaient pas de conseils en analyse contrat, de conseils en achat, de conseils en rédaction de procédures et je voyais que ces entreprises avaient besoin de moi. Vous savez, bien souvent, en Afrique centrale et en Afrique en général et même ailleurs probablement, chez nous, ce n'est pas parce que vous avez une bonne idée que votre client potentiel est prêt à payer pour cette idée. Tout à Il fait. valorise l'idée, mais peut-être pas au point où il veut payer. Donc, quand vous êtes en situation d'échec, n'accusez pas le monde, parce que l'échec, vous le vivez seul. Vous l'appropriez, vous le disséquez, vous l'analysez, vous le déconstruisez, vous le serrez jusqu'à ce que vous l'asphyxiez pour comprendre chacun des éléments de l'échec. Et là, vous le déconstruisez en petites pièces pour savoir quelles actions opérationnelles je vais prendre. Comment est-ce que je vais m'organiser la prochaine fois? De qui est-ce que j'ai besoin? Est-ce que je dois me rediriger? En ce moment, il y a une crise. J'ai dû mettre en suspens une grande partie de mes activités. Je me suis redirigée vers une autre façon de mener mes activités. C'est temporaire. Je ne suis pas en situation d'échec. Je réadapte mon mode opératoire. Et je pense que c'est ce qu'on doit tous être amenés à faire. Vous n'êtes limité que parce qu'il y a ici. L'échec commence ici. Je veux revenir sur quelque chose de majeur. C'est que si on échoue ou lorsqu'on a échoué, euh, l'échec n'est fatal que lorsqu'il est final. Ça veut dire qu'à un moment, il faut que la personne qui a échoué se dise je ne resterai pas par terre. Vous avez parlé d'asphyxier l'échec en le disséquant, en identifiant les raisons pour lesquelles on a échoué, en apprenant de notre échec et en nous relevant. Donc, tous ceux qui sont connectés en ce moment, l'une des choses que je veux vous dire, et c'est crucial pour la conversation qu'on a, vous devez vous relever. Vous ne pouvez pas rester par terre parce que vous avez échoué. L'échec n'est pas une excuse pour rester par terre. Parce que beaucoup de gens, lorsqu'ils entendent le discours qu'on a, ont le sentiment que c'est un discours religieux. Parce que certains identifient la foi à la religion,
quel est votre, que pensez-vous du duo foi-entrepreneuriat? Comment faire pour vivre sur une corde raide lorsqu'il est difficile de se projeter financièrement, pas juste intellectuellement, mais en utilisant ce qu'on appelle la foi? Euh, c'est vrai en fait, c'est une erreur de définition, de compréhension du terme. La foi religieuse, si on la comprend mal, et je ne parle pas de la religion chrétienne, mais de toutes les religions qui existent, c'est déléguer à Dieu ce qu'il m'a délégué de faire. Je le lui renvoie. Mais la foi intrinsèque, réelle et authentique, c'est justement se responsabiliser. La foi de certains, ils vont dire qu'ils en font en eux-mêmes. C'est pas une foi, c'est une confiance en soi. D'autres personnes vont dire qu'ils ont confiance au système, ils ont confiance au système bancaire, ils ont confiance en leur réseau. Ce n'est pas la foi, c'est une confiance. La foi, c'est se remettre, c'est une entière conviction en quelque chose de tellement plus grand que soi. Quand comment ça s'appelle? Le magazine Harvard Business Review, donc c'est quand même l'université d'Harvard qui a écrit cet article, a fait une étude, figurez-vous. Ce magazine, Harvard Business Review, a fait une étude sur la raison pour laquelle la plupart des entrepreneurs qui réussissent sont chrétiens aux États-Unis. Et en fait, c'est parce que quand vous avez la foi, elle étend le domaine des possibilités. Votre foi déploie votre créativité. Pourquoi est-ce que c'est important en tant qu'entrepreneur? Si vous êtes un entrepreneur qui dit « Dieu va faire » et vous attendez, Dieu ne fera pas puisqu'il vous a confié le projet. C'est pour ça que vous avez une photographie du projet. Mais quand vous croyez foncièrement en ce quelque chose, cette personne beaucoup plus grande que vous, qui vous a confié en tant qu'ingénieur projet, une réalisation qui vous dépasse et qui va bénir, c'est-à-dire qui va développer, c'est-à-dire qui va enrichir, c'est-à-dire qui va déployer votre environnement, elle déploie votre créativité. La foi vous permet aussi de vous enraciner et de canaliser vos efforts. Elle a fermi en fait les piliers de toutes vos actions. La foi, elle nous permet d'avoir une flexibilité d'adaptation à notre environnement. Par exemple, en temps de crise, quelqu'un qui est en crise va se dire « j'ai perdu mes clients, j'ai 80% de profit en moins », mais votre foi, et on parle bien de vivre sur la corde raide, pas de marcher pour traverser une corde raide, on vit dessus, c'est une prise de risque. Mais nous sommes focalisés sur l'objectif. Je sais que cette vision, je vais la réaliser. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je vais la réaliser. Cette conscience, cette confiance en une espérance sûre, c'est ça la foi, c'est la conviction, c'est quelque chose de très actif. La foi, c'est la capacité que vous avez de manifester dans ce domaine physique quelque chose qui est invisible, que les autres peut-être ne comprendront pas. C'est un engagement. Et donc, la foi, elle permet d'innover, elle permet de contrôler dans le domaine de l'entrepreneuriat. Quand vous avez la foi, vous avez une mentalité d'audit. Vous entendez, n'est-ce pas, quand on dit souvent Dieu est dans les détails. Tout à fait. Quand vous avez la foi en Dieu, vous ne travaillez pas pour votre client qui peut avoir un standard ici. Vous ne travaillez pas pour votre patron si vous êtes entrepreneur. Vous ne travaillez pas pour vos propres standards qui sont ici. Vous travaillez pour celui qui vous a confié le projet. Donc, vous avez une mentalité de détail, de rigueur, d'audit. Vous faites toujours du mieux que vous pouvez avec la totalité et l'intégralité de vos compétences. Donc, c'est plutôt une mauvaise compréhension du concept de foi. Sans foi, il est impossible d'entreprendre. En tout cas, de réussir. Vous allez traverser beaucoup trop de saisons d'anxiété, de dépression, alors qu'on en a déjà beaucoup. Ça va être encore plus profond et encore plus difficile. Comment vivre sa foi dans l'entrepreneuriat au milieu du doute? Parce que je crois que beaucoup de gens, quel que soit le domaine d'activité dans lequel ils se lancent, font face tôt ou tard au doute. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, beaucoup de gens vont dire par exemple, ils remettent en cause le choix qui est le leur dans l'entreprise qu'ils ont lancée ou comment je vais vous dire ça, le choix du produit. Ils doutent parce que les clients fluctuent, parce que justement, il n'y a pas quelque chose de stable ou ce n'est pas une croissance continue. Donc, quels conseils pourriez-vous donner à ces personnes? Le mot que vous avez donné, en fait, qui est clé, c'est justement cette instabilité.
La personne, et même quand on a la foi, on doute. Ça peut arriver. Je ne vais pas vous dire que parce que vous avez la foi, vous n'allez pas douter. Vous traverserez toujours des moments de peur, des moments de doute et parfois des moments d'anxiété profonde et de solitude. Mais vous avez une assurance. Parce que l'espérance, c'est ça. Vous avez l'assurance que vous allez y arriver. Quand on a la foi, on se retire des épaules un fardeau que l'on appelle le temps. On veut toujours réaliser les choses dans les délais que l'on s'est fixés. Quand on a la foi, c'est pas forcément une question de délai. Vous savez que ça va arriver. Donc, même dans les moments de doute, vous savez très bien que si vous donnez le meilleur de vous-même et de tout ce qui est possible, vous laissez le soin à votre partenaire d'investissement très haut placé, la charge de réaliser l'impossible. Parce que vous avez réalisé ce qui est possible. Vous voyez la différence? La foi religieuse dirait plutôt, j'attends, je fais rien, Dieu va faire. Non, je fais tout ce qui est possible, que j'ai entre les mains, que j'ai dans mon cerveau, et je le recommande dans mon langage, parce que tout acte est une forme de prière. Il ne s'agit pas seulement de prier. Tout acte que vous posez dès l'instant que votre cerveau, votre esprit, votre âme fonctionnent, c'est une forme de prière. À partir du moment où vous avez fait cela, vous donnez le soin à votre investisseur en chef, à votre fabricant, à celui qui vous a délégué le projet, le très puissant investisseur, de réaliser l'impossible parce que vous avez fait tout ce qui est possible. Et c'est ça la foi. Elle peut chanceler. Vous avez parlé de condamner à réussir. C'est une folie ce qu'on a fait avec ce livre. Vous avez déjà vu une campagne. On était en temps de crise et nous avons fait le lancement la veille des restrictions sanitaires, le 13 mars 2020. Qui va faire le lancement d'un livre? Qui va payer pour acheter un livre? Nous n'aimons pas lire. Nous avons fait une campagne ouverte pendant plus de 9 mois. Quand il y a eu la crise, nous sommes allés livrer les gens qui voulaient acheter le livre. Tout ça, c'est parce que j'avais la foi, non pas en moi, non pas en mon talent, non pas en mes compétences. Un projet m'a été confié et s'il y a un blocage, je dois trouver les voies et moyens pour que ce projet arrive à bout, c'est-à-dire à atteindre le public cible. Et nous avons pu le faire à cause de la foi avec une équipe réduite de 5 personnes. À cause de la foi. C'est ça que la foi permet de faire. Donc, quand vous êtes dans des moments de doute, c'est là où il faut justement s'y accrocher. C'est beaucoup plus grand qu'une simple croyance. C'est beaucoup plus fort qu'une ambition. Ce n'est pas une question d'ambition personnelle, professionnelle ou de carrière. Ce n'est pas une question de notoriété. On vous confie quelque chose qui ne vous appartient pas et que vous devez réaliser. Vous êtes un bon exécutant, vous allez mettre en place toutes les ressources nécessaires. Et quand il s'agit d'entrepreneuriat, qu'est-ce que vous faites? Vous vous développez sur tous les pans possibles et vous faites chaque jour un pas. Quand on a la foi, on ne va pas toujours accomplir en un jour de grandes stratégies. La foi demande parfois la flexibilité et l'humilité de revenir à de petites étapes. Tant que vous le faites bien, non pas pour des hommes, mais pour la satisfaction de quelqu'un qui a créé ce monde tel qu'il est. Tant que vous le faites pour un bien suprême et une souveraineté du bien commun, du bien-être, vous dépassez le mal-être et vous dépassez le paraître. D'accord. Vous avez beaucoup de punchlines. Donc, est-ce qu'on peut simplement donner des acclamations, encourager Madame Isel Akwe? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent très édifiant, qui sont très, très, très édifiés par ce qui est dit. Je vais poser ma dernière question pour prendre les questions qui ont été posées dans le live. Je pense qu'à cause du temps qui nous est imparti, c'est bien que les autres participent à la conversation. Ma dernière question est celle-ci. Vous avez parlé de notoriété justement tout à l'heure. Quelqu'un a dit, et je cite, « L'entrepreneur n'est pas quelqu'un qui a obligatoirement besoin de la notoriété. » Fin de citation. La question est la suivante. Comment faire dans une société comme la nôtre, dans laquelle, pour que notre entreprise ait de la notoriété, donc qu'on touche le maximum de personnes, il faut avoir des relations, ce que d'autres appellent des pistons, pour faire du bouche à oreille. Bon là, je suis détendue parce que j'ai eu beaucoup de préparation pour ce live puisque j'en fais pas beaucoup. Donc là, on est un peu détendu. Je peux faire une boutade. Ce n'est pas une question de réseau. Moi, j'ai la peau qui porte chance, il paraît. Donc, je devrais avoir plusieurs réseaux. Mais je n'ai pas ces réseaux. J'ai le très haut réseau, mais je n'ai pas forcément ces réseaux. Par contre, la notoriété n'est pas synonyme de crédibilité. D'accord. C'est bien de parler de votre business. C'est important que votre business parle pour vous. Quand
par exemple, pour mon exemple personnel, je vous ai dit au début que j'avais 2 vies. Ce que je fais en tant qu'entrepreneur, en vérité, n'est pas forcément connu en termes de notoriété. La notoriété que je peux avoir en tant que femme gabonaise, c'est au niveau du mentorat que je fais des jeunes entrepreneurs, parce que c'est une passion que j'ai et je le fais gratuitement. Donc, ce n'est pas de l'entrepreneuriat. Et c'est aussi mon engagement pour la cause du leadership de la femme. Ça aussi, c'est quelque chose que je fais gratuitement. Mais mon business n'a aucune notoriété. Beaucoup de gens ne savent pas ce que mon business fait. Par contre, mes clients me connaissent. La notoriété n'est pas gage de crédibilité. Au contraire, quand il y a même une surexposition de votre image, vous pouvez fatiguer parce que l'image peut devenir un mirage. Votre business doit être capable de parler pour lui. Par contre, vos clients potentiels et vos clients actuels doivent vous connaître. Et comment est-ce qu'on sécurise donc cette crédibilité? Je ne parlerai pas de notoriété, mais plutôt de crédibilité. C'est le contact. Le contact avec vous, le contact avec votre qualité, vous rassurez. Quand vous êtes quelque part, vous devenez un élément incontestable, indispensable. Même si on vous envoie au départ une mission qui est réduite à 20% de l'étendue du scope que vous pourriez accomplir, vous vous rendrez compte qu'au bout d'un temps, on vous confie beaucoup plus de tâches en tant qu'entrepreneur parce que vous devenez indispensable à votre clientèle. Donc, je reviens sur le fait qu'on est en 2021. Vous ne pouvez pas être entrepreneur si vous n'avez pas un site internet, par exemple. C'est pas possible. Il y a quelques mois, je devais accompagner un client pour développer un appel d'offres et nous cherchions des entrepreneurs dans un secteur particulier qui n'étaient pas dans le pratique de Gabon, qui n'avaient pas de page sur LinkedIn, etc. J'ai dû appeler. Et dans ces cas-là, c'est le bouche à oreille qui vous permet d'identifier des soumissionnaires potentiels. Donc, il ne faut pas seulement se dire ma notoriété. Non. Ta notoriété et les 8000 amis que tu as sur Facebook te feront connaître. Ils ne feront pas connaître ta compétence. L'excellence de ta compétence, c'est ce que tu travailles quand tu es face à face avec ton client. Quand tu sues la nuit en babouche avec ton cabas pendant que les autres dorment et que la nuit est silencieuse et que toi, tu cherches des solutions parce que ce que tu veux, c'est voir le profit de tes clients potentiels augmenter ou c'est voir ton client potentiel être réjoui. On a dit tout à l'heure que les clients sont très instables. Je parlerai d'infidélité. Et à Port-Gentil, nous le vivons beaucoup, c'est un secret de polichinelle. Surtout dans le secteur de la restauration. Aujourd'hui, un restaurant ou un endroit peut marcher, demain ça change. Pour les magasins, c'est la même chose. Plutôt que de culpabiliser ou de condamner le client, qui reste quand même le client que nous voulons sécuriser, nous devons comprendre quels sont leurs comportements de consommation. Pourquoi? Et c'est là où entre en jeu la crédibilité et non pas seulement la notoriété. Comment est-ce qu'on peut sécuriser la fidélité d'un client? En général, comment on sécurise la fidélité, Évêque? Par des alliances. Une alliance. Pour la fidélité, il faut une alliance. L'alliance avec le client, ce sont des accords. Il y a une formule qu'on propose à un client, que ce soit la qualité, que ce soit le prix, le caractère différentiel de ce que vous proposez fait que le client se sent en alliance avec vous. Comment est-ce qu'on sécurise une fidélité? La constance. Si je fais de mon rendez-vous avec vous une constance, c'est la même chose que quand je dis à un client que je vais délivrer à telle période. S'il sait que quand il me demande de délivrer, je suis là, à ce moment-là, il sera fidèle. Mais quand j'arrive devant votre magasin à 10 heures du matin, il est fermé et la vendeuse est en train de dormir par terre sur une natte, forcément, on n'a pas de fidélité, on n'a pas de constance. Donc, étudier le mot fidélité, ne pas le voir comme quelque chose d'antidaté ou de trop ancien, mais au contraire, de quelle façon je peux sécuriser la fidélité de mes clients potentiels, même quand je commence, même si je ne fais que des pots de piment. Dans la notion de fidélité, il y a aussi la notion de gestion. Il y a la notion de gestion. Nous, entrepreneurs, avons un problème pour connaître la différence entre les coûts et les prix. Pas seulement les entrepreneurs d'ailleurs, parce que pendant la crise, on a tendance à dire il faut réduire les coûts. En fait, on ne parle pas de coûts, on parle de prix. Comprenez les coûts, tout ce que ça vous coûte de produire un produit fini. Ensuite, vous mettrez votre prix. C'est ça qui est vraiment important, je pense, pour pouvoir sécuriser ces points. D'accord. Il nous reste quelques minutes. Je veux prendre les questions qui m'ont été posées sur ma page. La première, qui est arrivée justement pendant que vous parliez, c'est est-ce que vous avez un podcast, un blog ou une émission hebdomadaire sur YouTube? Pas encore. Je suis en train d'en discuter avec 2 personnes. J'ai lancé en fait, on va dire un mini appel d'offres parce que, comme vous le savez, je vous l'ai confié cette semaine.
Yeah. Je ne suis pas quelqu'un qui est très à l'aise devant les caméras, même si on ne Tout à dirait fait. pas. Ça demande énormément d'efforts, de maîtrise de soi et de prière et de jeûne avant de pouvoir parler. Donc, c'est quelque chose que je n'avais pas vraiment prévu, mais le conseil de toute l'équipe de Condamnés à réussir a effectivement été de mettre ça en place. Donc, il n'y aura pas seulement les podcasts, il va y avoir la page. D'accord. Bon, il y a une page sur Facebook, mais il va y avoir une page dédiée avec du contenu, avec des formations, des outils que l'on peut télécharger et aussi des podcasts. Ça, c'est vraiment important parce que Condamné à réussir n'est pas un livre. Condamné à réussir, c'est un mouvement. D'accord. Et il faut partager les leçons de ce mouvement pour que le plus grand nombre se réalise. Vous, vous et moi, nous sommes des créateurs d'espace. On crée l'espace Yeah. pour que les gens qui n'arrivent pas encore à se retrouver puissent s'épanouir. Et en ce moment, vu ce que nous traversons, vous avez une grande masse de la population qui a un travail, qui a un salaire, mais qui a besoin d'entreprendre pour réaliser certaines aspirations. Et l'entrepreneuriat, ça donne aussi ça. Je suis désolée, c'est aussi une des spécificités africaines. Et pour ça, il faut qu'on les accompagne. Donc tout ce matériel viendra et le temps viendra où nous ferons la publicité là-dessus. Ça va prendre, je crois qu'on est dans un délai de 9 semaines. Ok, très très bien. Prochaine question qui m'a été posée, la suivante. Est-il possible de vivre de sa passion? Si oui, comment faire? Alors, la passion nous fait vivre, mais on ne vit pas toujours de sa passion, financièrement. La passion nous fait vivre. C'est la passion qui nous donne le souffle. Mais on ne vit pas toujours de sa passion. Maintenant, il y a une liaison entre passion et appel. Si vraiment votre passion est une réponse à un appel, quelle que soit l'activité que vous avez, vous vous arrangez toujours pour réaliser votre appel. Où que vous soyez, vous trouvez toujours un segment, une parenthèse pour accomplir votre appel. Mais ce n'est pas forcément votre source principale de revenus. Donc, on ne peut pas toujours vivre à 100% des revenus de sa passion. Mais notre passion nous fait vivre et on peut toujours s'assurer que l'on accomplit sa passion. D'accord, très bien. Prochaine question. Vous avez écrit Condamné à réussir. À quel moment? Par quel élément peut-on reconnaître ou connaître qu'on est un ou une condamnée à réussir? Je vais répéter parce que ça s'est entrecoupé. Donc, j'ai écrit Condamné à réussir. Quel élément pour savoir si on est condamné à réussir? Je vais reposer la question. Vous avez écrit Condamné à réussir. À quel moment avez-vous écrit Condamné à réussir? Bon, en fait, non. Vous avez écrit Condamné à réussir. À quel moment ou par quel élément peut-on reconnaître ou connaître qu'on est un ou une condamnée à réussir? Je vais demander à la personne qui a posé cette question de fermer les yeux. Quand vous fermez les yeux, vous savez dans vos entrailles, vous le sentez dans vos entrailles si vous êtes un acharné. Vous savez dans vos entrailles si bien souvent vous avez eu l'impression d'être dans un environnement qui parfois est étroit par rapport à ce que vous voulez réaliser. L'erreur serait de se dire que vous êtes trop bon pour cet environnement. Ce n'est pas parce que vous vous sentez à l'étroit dans un environnement que vous êtes trop bon. Au contraire, c'est parce que vous devez apporter une solution. Vous êtes une réponse à une question que pose cet environnement. Quand on est condamné à réussir, ça part de quoi? Je suis à un forum et je vois tous ces jeunes qui ont les yeux qui brillent d'espoir. Et quand j'ai vu qu'ils avaient les yeux qui brillaient d'espoir, je me suis dit, il faut qu'on écrive un manuel qui nous parle à nous, Africains. Je suis fatiguée de lire de la littérature qui vient des États-Unis, d'Angleterre, de France, du Japon. C'est très bien. Mais qui me parle de ce que je vis en tant que Gabonaise? Qui me dit comment est-ce que je peux réussir? Et je ne parle pas seulement de réussir dans la vie, mais de réussir ma vie. La première chose, c'est l'authenticité de ce que vous sentez dans vos entrailles. Et je vous l'ai dit au départ, je me définis par l'authenticité. Ne vous focalisez pas sur ce que les gens pensent de vous. Ça prend le temps que ça prendra. Nous tous, nous vivons des moments où financièrement, nous ne nous retrouvons pas parce que nous avons des projets. Nous vivons tous des moments où nous ne sommes pas soutenus par les mêmes personnes qui devraient nous soutenir, qui nous connaissent le mieux. Nous tous, nous pouvons vivre la déception de personnes qui ne nous soutiennent plus. Nous tous, nous pouvons vivre la peur de l'échec, le doute, l'anxiété. Être condamné à réussir, c'est oser aller au-delà. Et aller au-delà de la zone de confort ne signifie pas forcément
faire quelque chose qui est inconfortable et sortir d'une relation de médiocrité. Non, aller au-delà de la zone de confort, très souvent, c'est difficile parce qu'en fait, la zone de confort, la vérité, c'est que vous vous sentez à l'aise dans une situation de médiocrité. Il est parfois plus difficile de sortir de la zone de confort que de rester dans la médiocrité. Quelqu'un qui veut changer de business, quelqu'un qui veut se mettre à son compte, sait que ça va lui coûter des sacrifices énormes. C'est un peu comme quelqu'un qui veut perdre du poids et sait que c'est important pour sa santé. Il va peut-être rester enlisé dans son hygiène de vie qui est pourtant néfaste parce qu'il sait ce que ça va lui coûter de faire une suite successive et constante d'efforts pour avoir une hygiène de vie. L'hygiène de vie entrepreneuriale, c'est exactement la même chose. Quand on est condamné à réussir, c'est qu'on ne se donne plus aucun choix. Je n'ai pas dit que nous étions déclarés, mandatés, appelés pour réussir. Je dis qu'on est condamné. Ça veut dire que c'est une sentence et qu'il n'y a aucun autre choix. Pourquoi je le dis? Parce que nous avons cette mauvaise habitude de visualiser d'abord le pire, évêque. Ne visualisez pas le pire. Il n'y a aucun autre choix que ce que vous voyez devant vous. Vous allez réussir, c'est tout. Ça prendra le temps que ça prendra. Vous devez réussir. Donnez-vous les outils pour le faire. Et la foi vient pétrir ces compétences. Elle les pétrit, elle déploie votre capacité de réaliser ce projet. D'accord, merci beaucoup. Il y a un des internautes qui a posé 3 questions, c'est Monsieur Valardi Mboulou. Je vais en prendre une à cause du temps. Il a posé 3 questions. Ok. D'accord. Comment trouver le bon projet et l'emmener à la réalisation? Comment trouver le bon projet et comment le réaliser? Alors, j'ai bien aimé parce qu'il a dit comment le trouver. Ça veut dire que déjà, il y a une recherche. Qui cherche, trouve. Il n'a pas dit est-ce qu'on peut me donner un projet. Pour trouver le projet, regardez autour de vous. Il y a un besoin autour de vous. Mais souvent, il ne faut pas chercher très loin. Si vous avez un travail ou pas, ou autour de votre maison, regardez autour de vous. Il y a un besoin autour de vous. Donc déjà, là, il n'y a que des besoins. Il y a certaines économies où on dit il faut susciter le besoin. Non, nous, on est au Gabon. Il n'y a pas besoin de les susciter. Il y a plein de besoins auxquels il faut répondre. Ensuite, vous les étudiez, vous les disséquez, vous vous renseignez autour de vous. Parce que pour réaliser un projet, pour le manifester, il faut un plan. Et ce plan signifie qu'il faut que vous puissiez faire une étude, en fait, du projet, une étude de faisabilité, une étude de possibilité. N'oublions pas que nous sommes dans un environnement qui ne nous accompagne pas, en tout cas pas assez, bien insuffisamment à mon goût. Donc, il faut mettre de son côté le plus d'informations, de connaissances, pas seulement de statistiques, mais de solidité, de substance d'informations par rapport au projet où vous voulez vous lancer. La personne qui vient ramasser les ordures dans ma maison, c'est quelqu'un qui a commencé avec très peu et qui aujourd'hui a des pick-up parce qu'il a vu que je vis dans une zone où la voirie ne passe pas. Nous n'avons pas de route. Il est riverain et il s'est dit, mais je vais commencer à le faire. Et nous le payons. Petit à petit, il a emmené des poubelles en plastique et maintenant, ces poubelles sont installées dans tout le voisinage. Il vient avec son pick-up et il ramasse les ordures. C'est professionnel, c'est propre, c'est bien fait. Il y a un système de règlement par Airtel Money. Il a identifié un projet à partir d'un besoin autour de lui. Il a étudié le projet et il l'a mené à la réalisation. Une étape à la fois, un pas à la fois et avec les bonnes personnes. D'accord. Merci beaucoup. À cause du temps, nous allons devoir nous séparer dans quelques minutes. Mais je pose la dernière question qui nous vient d'une internaute. Je vais lire. Le Gabon est un petit pays par rapport aux autres. Trop d'entrepreneurs font pratiquement la même chose, c'est-à-dire restaurants, salons de coiffure, vente d'habits. À ce moment, pouvons-nous nous lancer dans autre chose qui serait rare, même si nous ne sommes pas forcément habiles dans ces choses-là? Je ne dirais pas qu'il... ce n'est pas qu'on n'est pas forcément habile parce que l'habilité de l'artisan, on peut la travailler. Mais c'est clair que j'ai toujours pensé qu'il fallait créer un branding made in Gabon. Par exemple, le tourisme, j'en discutais avec quelqu'un qui est dans l'événementiel l'autre jour. Pourquoi ne pas faire du Gabon le pays que l'on connaît dans toute l'Afrique comme étant la destination de l'événementiel? Ça se fait ailleurs, aux Caraïbes. Quand vous voulez organiser une conférence, vous allez au Barbade. Vous pouvez le faire avec le Gabon. Vous voulez vous marier, vous allez au Gabon.
C'est la façon dont en fait on va présenter le produit. Le Gabon peut être made in Gabon pour l'événementiel. Le Gabon peut être made in Gabon pour un certain produit. On a beaucoup de choses qui sont ici. Je vais donner l'exemple de la confiture d'Atanga. Il n'y en a pas énormément non plus qui le font. Même quand on parle de confiture et qu'on dit que beaucoup de gens font la confiture, ça c'est notre perception parce que nous sommes 2 millions. Mais c'est pas la même perception partout. Donc, il faut absolument que l'on identifie quelque chose que l'on peut s'approprier comme étant notre marque. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait que c'est forcément néfaste. D'accord? Donc, je ne dirais pas ne faites pas ce que tout le monde fait. Oui, on peut identifier quelque chose qui est rare, mais que ce soit rare ou pas, il faut se l'approprier comme une marque de chez nous. Même le tourisme, un produit de consommation, un service particulier. Notre pays regorge de ressources. C'est 80% de forêts vierges, 80% de potentiel inexploité. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Vraiment, tambour de like, tambour de cœur, tambour d'acclamation, tambour d'encouragement pour notre invitée du jour, Madame Iselle Akoué. Est-ce qu'on peut faire du bruit sur Internet pour elle? Euh, Avant de clôturer ou de clore ces moments, j'aimerais vous permettre d'avoir un mot de la fin. Qu'est-ce que vous direz à toutes les personnes avec tout ce que vous avez déjà dit? Je ne sais pas si ce serait un résumé ou une phrase clé. Bon, vous avez l'habitude des punchlines, on a vu, mais qu'est-ce que vous diriez aux personnes qui sont connectées? Le mot que je veux partager pour 2021, formez-vous, formons-nous. Nous devons avoir une élite formée, compétente, informée. Il faut se former. La connaissance est la seule richesse avec l'intégrité que l'on ne peut pas vous voler. En tant qu'entrepreneur, vous n'êtes jamais arrivé. En vérité, vous n'êtes qu'au début. C'est vraiment mon conseil pour l'année 2021. Ayons l'humilité de se former sans arrêt, de toujours se former, de toujours se développer, de toujours être exigeant de soi, de toujours suer. Parce que ce pays va se construire à la sueur de nos fronts et des callosités de nos mains. C'est mon J'ai fait... dernier mot. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, parce que j'ai failli dire Amen depuis et tout, donc on allait dire que l'évêque a emmené l'Église dans Conversation. Donc vraiment, vraiment, vraiment merci. Euh, Très, très bonne soirée. Vous et moi, on se retrouve tout à l'heure. À tous ceux qui nous suivent, à tous nos internautes, je veux vous dire que samedi prochain, nous nous retrouvons pour la prochaine conversation et nous parlerons de la famille, la cellule familiale, comme étant le socle de la nation. Je vous assure, vous ne voulez pas manquer ce qui va être, surtout dans ces temps-ci. Donc rendez-vous prochain sur la même page, à la même heure. Invitez vos amis et que Dieu vous bénisse.